C'est un rapport explosif que vient de publier l'Institut Montaigne sur les business schools françaises. Le constat est clair, leur modèle a atteint les limites de leur performance et les établissements sont condamnés à se réinventer. Alors pour parler des menaces et des perspectives, je reçois les présidents du groupe de travail à l'origine du rapport du think tank, Édouard Husson et Jean-Michel Huette. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors pour commencer, je voudrais apporter un petit peu de contradiction en rappelant simplement que les business schools, elles restent attractives. Plus 6,5% de candidats l'an dernier au concours BCE, plus 5,2% pour Ecricom. Alors Jean-Michel Huette, selon vous, cette tendance ne va pas durer, cette tendance à la hausse ? C'est exactement ce qu'on dit dans le rapport de l'Institut Montaigne. Aujourd'hui, quand on regarde les écoles de commerce françaises, non seulement elles sont attractives, vous avez raison, mais en plus, ce sont des formations reconnues mondialement. C'est assez paradoxal, mais finalement, les formations d'enseignement supérieur les plus reconnues dans le monde venant de France, eh bien, ce sont les écoles de commerce. Ce ne sont pas les universités, ce ne sont pas les écoles d'ingénieurs, ce sont nos business schools qui sont au sommet des classements internationaux. On a tendance à l'oublier, et vous avez raison quelque part de dire, oui, la situation n'est pas catastrophique. Exactement, elles sont attractives. L'inconvénient, ou plutôt le danger majeur pour ces écoles, c'est que la compétition, et ce n'était pas vrai il y a 20 ans, devient internationale pour elles. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, il y a 12 000 business schools à travers le monde. Et plus encore, quand on prend Harvard Business School, 3 milliards de dollars sur son compte en banque. Ça, c'est le poids de l'histoire. À côté de ça, HEC, premier master grande école en France, c'est 110 millions d'euros. Donc on voit l'écart. Il y a un vrai pouvoir financier des Américaines, un vrai développement économique des Européennes. Donc notre rapport ne dit pas que c'est catastrophique. Notre rapport dit aujourd'hui, le bilan de ces écoles est très bon, mais attention, elles sont au croisées des chemins. Il y a un vrai changement économique, un vrai changement politique qui est en train d'arriver. Donnons un seul exemple, le problème de la gouvernance. Ces écoles, aujourd'hui, pour les principales, sont encore sous contrôle des chambres de commerce. C'était des partenaires importants d'un point de vue historique, mais aujourd'hui, ce sont plutôt ce qu'on appelle des sleeping partners. Des chambres de commerce n'ont plus les moyens de financer le développement futur dans la concurrence internationale de ces écoles, et souvent, elles n'ont même pas la vision internationale que devra avoir l'actionnaire majoritaire de ces écoles. Édouard Husson, est-ce que ce constat d'un modèle qui a atteint ses limites concerne toutes les écoles, aussi bien les mieux classées que les moins prestigieuses ? Je pense aux trois parisiennes, par exemple. Oui, je crois que ça concerne toutes les écoles, quelle que soit leur taille, parce qu'il y a bien une hiérarchie française à laquelle vous faites allusion. Mais il y a ce contexte international. Mais comme le disait Jean-Michel à l'instant, il y a de l'excellence partout sur le territoire français. Et quand vous prenez le classement des Masters in Management du Financial Times, vous avez une vingtaine d'écoles sur les 70 qui sont classées. Donc la France s'illustre par ces écoles de commerce. Vous avez aussi de grands dynamismes locaux lorsqu'une école a une spécialisation, lorsqu'elle est très liée à quelques entreprises. La question, si vous voulez, c'est celle de la capacité à concentrer les moyens sur une école, son développement et sa capacité à être dans la concurrence internationale. Et de ce point de vue-là, ce que font les grandes écoles, on parle des trois parisiennes, mais il faudrait parler aussi de l'EM Lyon, de l'EDEC, il y a vraiment un groupe de 5 en tête, eh bien ces 5 écoles, elles ont besoin d'avoir toujours plus de moyens pour leur développement, de pouvoir aller les chercher, ces moyens, et c'est dans ce cadre-là que nous disons que la situation est précaire. Elle est très bonne actuellement, mais si on ne fait rien, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, on verra un lent déclin des écoles de commerce, voire des chutes plus spectaculaires. Alors, ceux qui suivent Xerfi Canal savent que le constat que les experts de Xerfi font dans leurs études est finalement assez proche du vôtre. Ils parlent de bulle d'offres, avec d'un côté un tarissement des ressources, on en a un petit peu parlé avec les CCI, et puis de l'autre, à gros traits, une intensification de la course au classement, ce qui implique plus de budget et in fine une augmentation de la taille des promotions et une hausse chronique des frais de scolarité. Est-ce que vous partagez ce constat d'un paysage concurrentiel complètement encombré en France ? Au-delà d'encombrer, vos experts ont raison. La logique économique des business schools françaises, pendant longtemps, était assez facile. On jouait sur 2 critères, ou les frais de scolarité, ou la taille des promotions. Sauf qu'aujourd'hui, on est un peu arrivé à la limite de l'exercice. Les frais de scolarité ont quadruplé au cours des 20 dernières années, voire quintuplé dans certains cas. Je pense que c'est un peu supérieur à l'inflation en France. Quant aux tailles des promotions, il y a un critère aussi qui bloque, c'est aussi la taille des campus, avec derrière des coûts immobiliers non négligeables. Donc, au-delà de cette équation qui était l'équation simple pendant des années, aujourd'hui, là où les écoles doivent se réinventer, c'est de trouver de nouveaux moyens de financement, de nouveaux chiffres d'affaires, de nouveaux revenus. Et à côté de ça, vous avez un certain nombre de solutions qui sont très classiques, l'executive education, les MBA, les nouveaux programmes, et quelque part développer l'activité économique de ces écoles.
autre moyen de trouver du financement, parce que comme Edouard le disait, il y a une vraie course aussi à ces financements, eh bien c'est tout ce qui est fundraising. Et donc quelque part aller chercher auprès des diplômés, notamment, alors individuels ou entreprises, des fonds pour développer ces écoles. C'est exactement le système suivi par les autres écoles européennes ou américaines. L'inconvénient, et on en revient à mon point précédent, c'est que dans une gouvernance qui est phagocytée par les chambres de commerce, les diplômés n'ont pas forcément envie d'investir beaucoup d'argent dans leur école. L'idée n'est pas de les privatiser, surtout pas, bien entendu, mais c'est de leur donner plus de moyens et avec une gouvernance qui a une vraie vision sur son développement international. Et parmi ces solutions, est-ce que vous listez aussi parmi ces solutions les fusions? Quel sens est-ce que vous donnez au mouvement de fusion qui s'est enclenché il y a une dizaine d'années et qui s'est accéléré récemment et qui a terminé par un accident industriel avec France Business School? Exactement, il y a eu quelques soucis dans certains cas de fusion. Les fusions, c'est plutôt une course à la taille critique. Ce n'est pas du tout une logique d'économie d'échelle. Taille critique, pourquoi? Parce qu'il y a un vrai mercato, entre guillemets, des professeurs, des chercheurs de niveaux internationaux. Et c'est un élément assez clé dans les classements pour les écoles. Et donc une nécessité d'avoir des ressources, des budgets importants. Donc ce phénomène de fusion, c'est plutôt une course à la taille critique. Et encore une fois, il faut bien se rendre compte qu'il y a 20 ans, ces écoles de commerce, c'est une compétition franco-française sur l'ensemble du territoire, ce qui est quand même très positif. Aujourd'hui, c'est une compétition internationale avec des acteurs européens, américains, et puis demain d'autres pays qui sont de plus importants, avec des moyens colossaux. Édouard Husson, vous appelez dans votre rapport à un rapprochement avec les universités. Pourquoi est-ce que si ce rapprochement ne se fait pas, il y a risque de voir une montée en puissance des IAE qui vont faire de l'ombre aux écoles de commerce? Il y a deux solutions que nous prônons dans le rapport. La première est effectivement, en se rappelant que les chambres de commerce sont des établissements publics, de renforcer la logique du service public. Et ça peut se justifier étant donné que les droits d'inscription, on le disait à l'instant, ont atteint une limite et même ont dépassé le supportable. Donc ça, je crois que c'est très important de l'avoir en tête. Le deuxième élément d'alternative, c'est l'ouverture du capital des écoles de commerce. Et cela passe par la loi qui est actuellement en discussion, mais il faudra aller beaucoup plus loin encore. Bon. Alors, le rapprochement avec les universités, il est pensé en termes internationaux. C'est qu'il y a une exception française de ce point de vue-là, de business school indépendante, du reste du système universitaire. Vous prenez la plupart des grands pays, les business schools font plutôt partie d'une grande université et apportent leur contribution à la formation globale. C'est aussi pour que des étudiants, et c'est très fréquent dans les écoles de commerce françaises, puissent avoir accès à d'autres disciplines que le management en même temps qu'ils font du management. Ensuite, si vous voulez, juste pour terminer sur ce point, je crois qu'il y a effectivement un effet critique aussi parce que à force de vouloir multiplier le nombre d'étudiants, on risque de perdre en qualité. Et les meilleures universités du monde ont rarement plus de 20 000 étudiants. En revanche, elles sont capables de concentrer des moyens sur chacune de leurs composantes. La mutualisation des infrastructures de recherche entre universités, IAE et écoles de commerce pourrait être l'une des solutions. Qu'est-ce que les établissements français ont à apprendre des Américains, des Asiatiques, même des établissements dans les autres pays européens pour justement être armés dans cette concurrence internationale? La concurrence est internationale, c'est le constat que nous partageons. À partir de là, je dirais que les enseignements sont réciproques. Nos écoles ont beaucoup à apprendre à leurs consoeurs européennes, même à leurs consoeurs américaines ou asiatiques. Alors sur quel point? À l'inverse, il y a une French Touch, il y a en particulier la formation à l'origine en classe préparatoire qui donne un esprit synthétique particulièrement développé, est un atout ensuite pour le management, pour la création d'entreprises. C'est des choses qu'on a diffusées. À l'inverse, on a beaucoup à apprendre et je dirais aujourd'hui, c'est plus simplement les business schools américaines. C'est de partout dans le monde. Le dynamisme des business schools chinoises ou indiennes qui sont en émergence, la qualité des services offerts par les business schools brésiliennes depuis des années, qu'on connaît mal parce qu'elles font la plupart de leurs enseignements en portugais plutôt qu'en anglais, mais si elles le faisaient en anglais, elles seraient dans les premiers rangs des classements internationaux et on pourrait multiplier les exemples de ce type. Et surtout, il n'y a plus aujourd'hui de formule unique à l'échelle internationale. Il faut des fécondations, des échanges, c'est ce que font les étudiants, c'est ce que doivent pouvoir faire aussi les professeurs en allant enseigner pour 1 an, pour 2 ans dans d'autres institutions que la leur.
Jean-Michel Huette, vous êtes d'accord? Ah, Cultiver sa différence? Entièrement d'accord, et même pour aller un cran au-delà, Édouard a parlé du Brésil, de la Chine, de l'Inde. N'oublions pas aussi l'Afrique. Il y a plus de 1000 business schools en Afrique. Donc les pays émergents sont aussi des enjeux pour ces écoles, à la fois pour y trouver des bonnes pratiques en termes d'ingénierie pédagogique, d'innovation managériale, mais aussi parce que c'est de la ressource. Il y a beaucoup de professeurs de ces pays et de chercheurs qui sont de très grande qualité. Et aussi, ne l'oublions pas, des futurs clients, parce que les classes moyennes de ces pays ont besoin de se former. On entend beaucoup parler en ce moment de révolution numérique, de MOOC. Est-ce que les établissements français ont une carte à jouer? Est-ce qu'elles ont les moyens de leurs ambitions sur le terrain du numérique, Édouard Husson? Pour l'instant, elles n'ont pas encore les moyens de ces ambitions. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons écrit ce rapport. C'est d'autant plus vital que le numérique va permettre, je crois, une double tendance, va permettre de resserrer le nombre d'étudiants que l'on a sur place pour faire plus de qualitatif. Et comme le numérique sera payant, les MOOC, il y a un effet d'illusion, mais le numérique sera payant, eh bien, il permettra de toucher plus d'étudiants pour des tarifs bien moindres, mais qui rapporteront des sommes considérables aux écoles de management comme aux autres établissements d'enseignement supérieur. Il y a donc urgence à investir dans ce secteur. Par ailleurs, je pense que le numérique est l'un des domaines où les rapprochements que nous prenons entre les IAE, les écoles de commerce et les facultés de gestion des grandes universités françaises peut se déployer le plus rapidement et le plus efficacement. Eh bien, merci à tous les deux d'être venus tirer le signal d'alarme sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes président du groupe de travail à l'origine du rapport sur les business schools publié par l'Institut Montaigne. Il est disponible gratuitement sur le site de l'Institut Montaigne. Merci à tous les deux. Merci.